Et non, regarde, il y a déjà des gens. Bonjour, bienvenue sur le live. Bienvenue, bonjour à tous. On va patienter un tout petit peu encore le temps que les autres personnes nous rejoignent. N'hésitez pas à faire un petit coucou sur le chat qui est en haut à droite. Bonjour Alizé, bonjour Florine, bonjour Leslie, bienvenue, bienvenue. Bonjour Yulia, Marie-Christine, Damien, Virginie, ça y est, il y a plein de monde qui arrive, c'est super. Hop. J'attends encore une petite minute. Bonjour Anaïs, Valentin, Stéphane, Maxime, Sabrina, Virginie. Si tu veux qu'on en mette aussi, comme ça tu dis nos prénoms. Oui. Donc il y a Hélène et Audrey qui vous disent bonjour aussi côté EcoCO2. Bonjour, bonjour. Alors, on est une petite soixantaine, on va commencer. Laisser encore un peu de temps aux autres d'arriver. Donc, bienvenue dans ce webinaire dont l'objectif aujourd'hui est de vous présenter les 3 étapes clés pour engager durablement vos équipes dans votre stratégie RSE. On est super contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez été très nombreux à vous inscrire, plus de 200 personnes. Donc, on voit que le sujet intéresse et c'est tant mieux puisque on va se parler. On va passer 1 heure ensemble pour parler de tout ça. Du coup, en attendant les derniers arrivants, pour apprendre à vous connaître un petit peu, je vais lancer un sondage. Les sondages et le chat se trouvent à droite de votre écran. Vous avez la petite languette avec la bulle, c'est pour le chat, et la petite languette avec le petit dossier, c'est pour les sondages. Et donc, on va vous demander quel est votre secteur d'activité, quelle est la typologie de votre structure, combien de salariés sont dans votre entreprise. Comme ça nous permettra de mieux vous connaître et ensuite, on fera un petit temps de présentation. Moi, je suis Aline et je serai la modératrice du webinaire. Donc, je vais disparaître à un moment, mais n'hésitez pas à vous adresser à moi dans le chat directement. Posez vos questions, surtout n'hésitez pas tout au long de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je noterai en favoris les plus récurrentes et on aura un temps de réponse à la fin du webinaire, un bon quart d'heure. Donc voilà, comme ça on laissera passer, on laissera rien passer. Voilà, je vous laisse répondre encore un petit peu au sondage et on va pas tarder à commencer là quand ça fera à 14h35. Je pense que la plupart des gens sont arrivés. Et du coup, hop, on va apprendre à vous connaître et donc on va aussi nous présenter. Donc je passe la main à Hélène qui travaille donc chez EcoCO2 et à Audrey qui est aussi une collègue. Donc bonjour tout le monde, moi je commence par me présenter Audrey, si ça te va. Je suis ingénieure en SHS, qui veut dire sciences humaines et sociales, et je suis issue d'un doctorat en psychologie sociale. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le changement de comportement et comment est-ce qu'il peut s'appliquer dans l'entreprise. Bonjour à tous, donc je suis Audrey, je suis, selon le terme barbant, chef de produit marketing sur la formation chez EcoCO2. Et vous allez assez rapidement comprendre pourquoi Hélène et moi, en fait, on anime ce webinaire aujourd'hui, puisqu'on vous parlait d'étapes clés pour engager durablement les équipes dans votre stratégie RSE. Donc vous allez voir
en fait, ce qu'on va être capable de produire avec Hélène pour vraiment vous donner des clés très opérationnelles aujourd'hui et que vous puissiez repartir avec des choses actionnables dès la fin du webinaire. Alors, vous avez répondu au sondage. J'ai vu le sondage se clôturer. Je suis curieuse, effectivement, de voir. Alors, on a 71% d'organismes privés de moins de 250 salariés. Bah oui, on avait dit PME, ETI, donc vous êtes au bon endroit, c'est une bonne nouvelle. Organisme privé 8%, très bien, public. Bon, bah écoutez, super, on va faire en sorte de pouvoir apporter des exemples pour tout le monde. Et on y va. Donc, je vais déjà vous dire quelques petits mots sur EcoCO2. Alors, EcoCO2, c'est avant tout, je vais être très brève sur la description d'EcoCO2. En fait, EcoCO2, c'est une société de conseil et de formation en transition écologique. Nous accompagnons les organisations dans leur démarche, qu'elles soient stratégie climat, sobriété énergétique et mobilité durable, pour réduire l'impact environnemental de nos clients. Et surtout, notre point de spécification, c'est de donner des moyens d'agir et d'impliquer les équipes pour entraîner un changement de comportement individuel et collectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un changement de comportement individuel et collectif? J'imagine que le changement de comportement, vous en avez pas mal entendu parler ces derniers temps. Nous, on entend parler en tout cas, et on imagine que c'est la même chose pour vous. Et pour une transition qui s'inscrit dans le temps, et j'imagine que c'est votre objectif, il est nécessaire de pouvoir adresser ce qui freine le changement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous mettez en place des dispositifs, des événements, vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose pendant un temps et qu'après, cette émulation retombe. Donc, comment on fait? C'est ce qu'on va essayer avec Hélène aujourd'hui, de vous décrire, de vous donner des clés et de vous permettre d'avancer en tout cas sur ce volet-là. Alors, au menu aujourd'hui, donc on parle engagement, on parle durabilité, on parle RSE. Vous avez noté que c'était 3 termes importants de notre titre et j'imagine que c'est pour ça que vous êtes inscrits aussi. De quoi parle-t-on concrètement? On va être très rapide et très simple là-dessus. Et puis, on va vous parler de 3 étapes qui sont des étapes parmi d'autres qu'on pourrait effectivement détailler, compléter, renforcer. Mais on a fait le choix de vous parler de cartographier, comprendre et cadencer. Et vous comprendrez plus en détail de quoi il s'agit au fur et à mesure de cette présentation. Et on allouera 10-15 minutes en fin de session pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dès à présent et on les prendra en fin de session pour essayer de vous éclairer de notre vue. Alors, on parlait de 3 étapes clés pour engager durablement vos équipes dans votre stratégie RSE. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Quand on dit engager, ça fait appel en fait à l'humain. Puisque aujourd'hui, quand on regarde effectivement tout le volet écologique, de manière très large, mais aussi sur le volet RSE, il est bien d'humain. Il est bien question d'humain. Il est question de donner envie de passer à l'action. Et comment on fait pour donner envie de passer à l'action? Comment on va faire aussi pour limiter la rechute de ce qu'on appelle des comportements qui ne sont pas nécessairement sobres? Ça s'appelle identifier les freins et les leviers. Et on va en parler en détail dans cette présentation. Durablement, ça me paraît aussi hyper important de pouvoir des mots dessus. Qu'est-ce qu'on veut dire par durablement? De manière, l'étymologie, c'est effectivement, c'est inscrire une action dans le temps. Mais quels facteurs on prend en compte pour ne pas voir retomber cette émulation qui est liée à tout un tas d'actions que vous metteriez en place dans votre structure? Comment on s'inscrit dans le temps long? C'est ultra important dans sa démarche de RSE de pouvoir effectivement projeter loin. Et quand on parle de RSE, j'imagine que vous avez tous une idée très claire de ce que c'est, mais si on devait le définir finalement de façon très simple, la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, selon la définition que vous regardez sur Internet typiquement, si on devait le dire de manière très simple, on dirait que c'est la contribution des entreprises au développement durable, de manière générale. Autrement dit, c'est de se poser la question, comment mon entreprise, la mienne en particulier, elle peut contribuer à avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement tout en étant économiquement viable. Alors, la RSE, très rapidement. J'ai pu remarquer en parlant
à des acteurs, effectivement, de cette démarche auprès des entreprises, souvent, le mot RSE, lorsqu'on n'a pas initié sa démarche, c'est un mot qui fait peur, c'est un concept qui paraît comme une montagne difficile à gravir. Et si c'est votre cas, je vous invite à adopter ce que j'appelle la stratégie des petits pas. C'est quoi la stratégie des petits pas? C'est se dire finalement, la RSE, si c'est ma contribution au développement durable et à rendre une société plus sobre, moi je vous propose déjà de faire une chose très simple, c'est de pouvoir vous dire quels sont mes objectifs prioritaires, pouvoir les lister, de se dire, je vais commencer simple, 1 ou 2 objectifs prioritaires. Si vous êtes une entreprise qui a tendance à vous êtes plutôt sur une boîte qui fait du logiciel, vous êtes dans la tech, il y a des chances que la thématique du numérique va peser chez vous. Si vous faites du transport, il y a des choses que ce soit la mobilité qui soit importante. Voilà, on pourrait comme ça avoir tout un tas d'exemples. Et si ces objectifs ne sont pas clairs pour vous aujourd'hui, que vous n'arrivez pas à les détailler, à les écrire, je vous inviterai à faire un bilan carbone qui vous donnera vos axes de travail prioritaires. Donc, voilà, c'est vraiment pour avoir un abord très simple de ce qu'est la RSE. Et la bonne nouvelle, et c'est une statistique très récente, puisque l'attente des salariés aujourd'hui, vous avez un public qui est à l'écoute, 68% des salariés veulent être formés aux enjeux de la transition écologique et sociétale dans leur entreprise. Donc, c'est hyper important. Vous avez des gens qui sont en attente que vous leur proposiez des choses et qui ont envie d'être contributeurs. Donc là, on a quand même des feux qui sont relativement ouverts quand il s'agit de RSE. Alors, on se rend compte, selon le baromètre RSE 2024, qui est mené par Vendredi avec ses partenaires, l'environnement reste la préoccupation numéro 1 des salariés. Vous voyez ici le classement des thématiques RSE pour les PME et les ETI, et c'est bien pour ça qu'on a ciblé aujourd'hui ce webinaire sur les PME et sur les ETI. L'environnement reste la préoccupation principale. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, puisque la RSE reste quand même un périmètre très vaste et on aurait beaucoup de difficultés à vous donner des clés très opérationnelles sur un périmètre aussi vaste. Donc, restons sur le volet environnement, mais vous verrez qu'aujourd'hui, on va plutôt vous communiquer de la méthodologie, une façon d'aborder les choses. Et donc, vous n'aurez aucune difficulté après à redéployer la méthodologie sur la sphère sociale et économique. Alors, nos 3 étapes. Voici aujourd'hui le schéma qu'on vous propose. On a envie de vous proposer le schéma. Donc, en 1, cartographier les profils des collaborateurs, des collaboratrices. Je rentrerai dans le détail plus tard. Étape 2, comprendre les freins et motivations des équipes. Vous commencez à voir pourquoi aujourd'hui Hélène nous a rejoint dans ce webinaire. On a besoin effectivement des lumières des sciences humaines, sociales et comportementales. Et en 3, je vous proposerai de cadencer les temps forts RSE sur l'année. Alors, vous allez voir la démarche et notre recommandation, on l'a voulu simple et actionnable pour vous permettre de mettre vos collaborateurs très rapidement en mouvement. Quand je parle de cartographier les profils des collaborateurs, j'essaye en fait de vous pousser à regarder finalement qui compose vos effectifs, à qui je m'adresse. Puisque l'engagement, la durabilité, on parle de l'humain. Quel âge? Quel est l'âge, quelle est la tranche d'âge la plus présente dans mes effectifs? Quels sont les profils? On reviendra sur les profils. Quelles sont les fonctions dans l'entreprise? Et tout ça va vous permettre en fait de comprendre comment vous allez pouvoir accompagner vos collaborateurs au quotidien, à les aider à devenir plus sobres sur leur pratique, quelle que soit la thématique considérée. Alors, l'organisation de mon organisation, la redondance est voulue, c'est de se dire quand je cartographie, qu'est-ce que je fais? Alors, sur mon organigramme, déjà, ce que je peux faire, je prends mon organigramme et je regarde comment est composée mon organisation. Mes décisionnaires, mes exécutants. Est-ce que j'ai plutôt une entreprise qui est constituée d'une couche de middle management et ensuite j'ai pléthore de petites équipes avec des N+1 qui sont directement reliés en cellules? Est-ce que j'ai des équipes beaucoup plus larges avec des managers ou des directions pleines?
Déjà, rien que ça va vous permettre de savoir s'il y a des personnes sur qui vous allez pouvoir vous appuyer ou pas pour transférer vos messages. Ensuite, on parlait de quelle fonction dans l'entreprise. Finalement, combien j'ai de personnes qui ont un rôle plutôt administratif dans l'entreprise? Combien j'ai de personnes qui travaillent plutôt sur la production? Quelles sont les autres fonctions de mon entreprise? Quelles sont les spécificités de leur métier? Et tout cela vous permettra de savoir comment vous allez vous adresser, peut-être même sur quelle plage horaire, puisque on peut imaginer que si vous avez une entreprise avec une flotte commerciale importante, vos commerciaux, en fait, ils ne sont pas disponibles, peut-être comme les personnes de l'administratif. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas leur dire, on va faire une activité, on va vous permettre d'accéder à une sensibilisation, à une formation qui va être sur vos heures de travail à n'importe quelle heure. Donc, il faudra trouver effectivement une façon de les sensibiliser qui sera aussi ajustée par rapport à leurs agendas. Les compétences. Pourquoi je vous parle de cartographier les compétences de vos équipes? Il se peut, il y a de fortes chances que dans vos équipes, vous ayez des personnes qui soient animateurs, qui soient eux-mêmes formateurs, qui aient un profil de ce qu'on appelle les transféreurs, c'est-à-dire des gens qui ont naturellement une appétence et une compétence à être des relais dans l'entreprise, à parler, à être écoutés. Donc, toutes ces personnes-là, je vous invite à les reconnaître et à les trouver parce que ce seront des gens sur lesquels vous pourrez vous appuyer, qui deviendront vos relais dans l'entreprise et qui pourront relayer les messages qui seront importants pour vous. Les appétences. Alors, ce n'est pas naturel de se dire on va cartographier les appétences, mais on se rend compte que dans le cadre de la RSE, vous allez avoir vos salariés qui vont avoir en fait des préoccupations à titre personnel sur lesquelles vous pourrez vous appuyer, qui pourront vous être utiles. Donc, à travers un petit questionnaire auprès de vos équipes, vous allez voir émerger des sujets de l'écologie, des sujets sociaux pour lesquels les citoyens, qui sont aussi des salariés, sont concernés, sont intéressés et pourront vous porter main forte lorsqu'il s'agira de déployer ces thématiques au sein de l'entreprise. Et d'ailleurs, puisqu'on veut quand même ce webinaire interactif, puisqu'on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, c'est nous qui parlons, on a envie de savoir quelle est la tranche d'âge la plus représentée parmi vos salariés. Donc, le sondage est disponible. Je vous laisse quelques secondes pour répondre et j'ai hâte d'avoir vos réponses. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit pouce quand vous avez fini? Aline, quand tu clôtures le sondage, est-ce que tu peux nous faire signe? Ce qui permettra d'alimenter cette slide. Les résultats sont en cours de publication. Plus que quelques secondes. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Quel est votre secteur d'activité? Donc, on avait le terre, ça c'est tout à l'heure. Ah, les millennials. Les millennials à 71%, donc dans la tranche 28 et 43 ans. Vous voyez, on ne s'est pas trompé sur la slide qu'on vous propose aujourd'hui, puisqu'effectivement, donc, selon une étude de Deloitte Global, la population active projetée, extrapolée en 2030, sera composée à 75% de la tranche des millennials. Alors ça, c'est important à savoir pourquoi, parce qu'on ne s'adresse pas à un millennials comme on s'adresse à un boomer, comme on s'adresse à une Gen Z. Alors ça peut apparaître en tout cas comme une complexification de la situation. Vous allez voir qu'on s'en sort plutôt bien. La Gen Z, alors évidemment, hein, vous voyez 12-27 ans, on ne fait pas travailler les gens à 12 ans, hein, mais on peut donc considérer le 18-27, qui arrive sur le marché du travail en force. Donc, quand on regarde ces deux tranches-là, ces deux tranches de salariés qui sont les vôtres aujourd'hui et qui le seront demain, on a 55% qui déclarent se renseigner sur l'impact environnemental et les politiques d'une marque avant d'accepter un job. Donc, ça devient très important. Une personne sur deux souhaite savoir, avant de s'engager sur un poste,
quel est l'engagement écologique, sociétal de son entreprise. Et 17% affirment avoir déjà changé de job ou de secteur à cause de leurs préoccupations écologiques qui n'étaient pas alignées avec ceux de l'entreprise. Donc, en fait, ce qu'on réalise, c'est que chaque tranche d'âge est sensible à des manières de communiquer qui sont très différentes. Donc, vous allez avoir des millennials qui sont une génération qui a grandi avec le jeu vidéo, avec l'avènement des réseaux sociaux, qui sont très près des nouvelles technologies. Donc, des profils qui vont être sensibles à typiquement des leviers comme la gamification et qui sont des leviers qui sont très efficaces lorsqu'il s'agit d'onboarding. Quand on veut faire rentrer, donner envie, susciter l'intérêt de population, ça marche très bien. Attention, quand je parle gamification, je ne parle pas Mario Bros. Typiquement, LinkedIn est une plateforme gamifiée. Donc, quels sont les leviers du jeu qui permettent de donner envie aux gens de s'intéresser avant même de regarder en fait le contenu. C'est ça qui est hyper important. Et vous allez trouver dans ces profils-là, les millennials et la Gen Z, vous allez trouver des profils engagés sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour faire passer vos messages. Ils seront des relais dans l'entreprise. En revanche, attention, en contrepartie, ils seront très attentifs à la cohérence et à la transparence de l'engagement incarné par les dirigeants de l'entreprise. C'est-à-dire que si ils se rendent compte qu'il y a un écart entre ce qui est dit et ce qui est fait, ça peut créer de la frustration chez eux. Et effectivement, si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'est ce qu'on appelle les insider activistes. Donc, ils sont vraiment là pour prêter main forte sans demande de contrepartie. Par contre, attention à ne pas tomber dans du greenwashing avec eux. Quant aux salariés plus âgés, ce qu'on aborde moins ici, évidemment, sous un apparent attrait moindre à la transition écologique, on se rend compte qu'ils ont des pratiques parfois plus sobres que les millennials et les Gen Z. Pas nécessairement pour un aspect écologique d'ailleurs, plutôt pour un aspect d'habitude, ou en tout cas une éducation qui était différente. Typiquement, le gaspillage, ça parle plus aux anciens que ça parlerait aux millennials ou à la Gen Z. Donc là, jouer un facteur à ne pas négliger dans la façon dont vous allez adresser vos collaborateurs. Alors, mon dernier point qui était adapter le message. Adapter le message, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a des points très importants dans l'idée d'adapter le message. D'abord, le message, il doit être, dans le meilleur des cas, soutenu par la direction. Sans implication du management, la démarche ne pourra pas s'inscrire dans le temps. Ecotaf l'a dit, je vous invite aussi à lire l'étude, vous la trouverez sur le site de l'ADEME si ça vous intéresse. La direction, c'est l'incarnation du message. Son déploiement dans toutes les sphères de l'entreprise va être ultra importante pour les salariés. Voilà, cette démarche RSE doit transpirer dans toutes les sphères de l'entreprise pour que vos collaborateurs aient envie aussi de prêter main forte et de pouvoir effectivement s'engager et eux aussi mettre en place de nouvelles pratiques. Donc, je vous invite dans ces cas-là à choisir des actions de sensibilisation ou de formation qui vont accompagner ce que j'appelle une réponse des collaborateurs. Vous avez cette idée du process descendant qui est j'incarne en tant que décisionnaire dans mon entreprise, je vais passer un message à travers mes objectifs, à travers mes managers auprès des équipes. Et ce que vous pouvez faire de mieux, c'est d'avoir cette boucle rétroactive, de pouvoir, dans le cadre d'actions de groupe, de travaux d'intelligence collective, de donner la main à vos collaborateurs, de pouvoir remonter en fait ce qui vient du terrain et de leur laisser en fait une voix, libérer la parole pour leur permettre effectivement de vous dire, eux, à leur niveau, ce qu'ils peuvent faire. Et donc, en fait, un message en alimentant un autre, vous allez créer un cercle vertueux dans l'entreprise et vous allez voir que votre démarche RSE va se déployer d'autant plus facilement et d'autant plus durablement que vous aurez donné la parole à vos collaborateurs et qui seront partie prenante de la construction du plan d'action. Porter dans la durée, je vous en ai parlé, et personnaliser en fonction de la cible, c'est choisir un message en fonction de votre cible. C'est aller chercher des leviers d'action qui vont pouvoir être actionnables. Typiquement, cette petite technique de « j'ai la main, j'ai pas la main ». Je vous donne un exemple. Si vous demandez à un groupe de collaborateurs de réduire la température de chauffe de leurs locaux alors qu'ils n'ont pas la main sur le pilotage du chauffage, vous verrez que ça va tomber à côté. En revanche, on peut mettre d'autres choses en place pour les pousser en fait à activer d'autres leviers, qui n'est pas forcément celui-là, mais être vigilant sur ce qu'ils ont la main de faire ou pas. Donc ça, c'est hyper important. Nous sommes tous
en tant qu'être humain, voilà, soumis, nous avons tous en tant qu'être humain et en tant que salarié des enjeux qui sont différentes, mais aussi des contraintes horaires différentes. On en parlait, je vois qu'on a une participante dans le chat qui dit qu'elle a plutôt une entreprise de transport, donc c'est l'exemple idéal, c'est-à-dire que vous avez des roulants, des gens qui passent leur vie sur leur route, donc vous ne pouvez pas leur proposer une activité sur site pour les sensibiliser typiquement à l'éco-conduite, si on parle du cas de figure de notre participant ici dans le chat. Alors, évidemment, prendre en compte leurs enjeux, prendre en compte leurs contraintes horaires, ça c'est hyper important. Et comment faire en sorte qu'ils puissent quand même faire entendre leur voix au sein de l'entreprise, que ce soit de manière synchrone ou asynchrone. En plus de tous ces biais qu'il faut prendre en considération si on veut un message qui se diffuse bien dans l'entreprise, nous sommes tous régis en tant qu'êtres humains par des biais cognitifs. On est influencé par notre éducation, par nos croyances. Et il est important de comprendre ce système de frein-levier pour lever un maximum de barrières de vos collaborateurs, éviter qu'il y ait des gens qui soient des résistants et aider les équipes à avancer sur ce volet-là. Et c'est là que je passe la main à Hélène qui va vous livrer quelques secrets pour accompagner le changement de comportement au sein de vos organisations. Donc rebonjour. Alors oui, une petite info, Aline, tu peux peut-être remettre, mais qui est intéressante à savoir pour vous, qui est qu'en fait, si on se base uniquement du côté salarié, il y en a quand même une très grande majorité qui sont favorables ou qui se disent moteurs à la RSE. Par contre, quand on prend le point de vue de l'entreprise, eux trouvent que seulement 17 de leurs salariés sont vraiment moteurs. Donc vous voyez qu'il y a un écart aussi entre la perception des salariés et la perception du côté entreprise. Et du coup, je vais vous poser une question qui n'a pas de rapport, apparent, qui est: est-ce que vous trouvez que donner son sang, c'est une bonne chose? Et du coup, est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose d'utile? Hem, est-ce que vous trouvez que c'est bien, quoi? Est-ce que vous encourageriez quelqu'un à le faire? Est-ce que vous êtes assez convaincu que c'est bien? Je sais que ça paraît bizarre comme question, mais ça a un intérêt pour la suite. Et une fois que vous avez répondu à ce petit sondage, j'aimerais que vous en répondiez un deuxième, tout en suivant, qui est: est-ce que, vous donnez votre sang? Est-ce que vous le faites, régulièrement? Est-ce que vous l'avez déjà fait une fois dans votre vie? Jamais, ou pas? Et du coup, je suis très curieuse d'avoir vos feedbacks. Alors je sais que ça change un petit peu, hein, de la dynamique RSE, mais bon, ce qui est rassurant déjà, c'est que 100 des personnes trouvent que donner son sang est une bonne chose, donc ça me rassure. Et déjà sur les sondages, je vois que, heu, la moitié ne l'a jamais fait pour l'instant. Ah, ça se rééquilibre un petit peu. On va laisser le sondage faire. En fait, ici, ce que je veux vous mettre en avant, c'est l'écart entre ce que vous trouvez bien, ce que vous trouvez utile et ce que vous faites. Vous l'avez peut-être déjà fait une fois ponctuellement, mais vous ne le faites pas forcément régulièrement et ça, c'est un parallèle, parfait avec l'écologie. L'écologie, c'est bien, c'est utile, on est tous d'accord pour dire que c'est une bonne chose, mais il y a un vrai décalage avec ce qu'on fait concrètement et nos actions. Et du coup, ça, en psychologie, et en sciences humaines de manière générale, c'est ce qu'on appelle le behavior intention gap. C'est-à-dire l'écart entre ce qu'on aimerait faire, ce qu'on trouve bien, ce qu'on trouve utile et ce qu'on fait concrètement. Cet écart-là, vous l'avez dans tous les domaines de votre vie. Typiquement, ce fameux abonnement à la salle de sport que vous prenez en janvier, mais que vous abandonnez au fur et à mesure, de cette envie de vous mettre en vélo, mais de la météo qui, contredit vos plans à chaque fois. Ou encore, sans prendre un exemple de ma vie personnelle bien sûr, un meuble moche que vous avez dans le salon depuis plus d'1 an et que vous aimeriez beaucoup rénover, mais que vous ne faites pas. Donc en fait, l'idée de mon intervention ici, c'est vraiment de vous présenter des éléments de compréhension de pourquoi cet écart existe et de comment on fait pour essayer de construire un pont entre ces 2 pôles. La première chose, est que notre envie d'agir, nos intentions, enfin ce qu'on appelle nos intentions, dépendent des perceptions qu'on a d'une situation. Le problème, c'est que nos perceptions, elles sont influencées par notre cerveau et notre capacité à percevoir les choses. Et ces perceptions, eh bien, elles sont, disons, un petit peu biaisées, comme l'a dit Audrey.
En fait, notre cerveau, il est câblé pour aller vite et être efficace. Ça veut dire que quotidiennement, il sélectionne des informations qui sont pertinentes pour nous et pour la situation dans laquelle on est. Typiquement, vous avez acheté un nouveau vélo, vous roulez avec et sur la route, vous croisez plein de vélos qui sont exactement comme le vôtre. En fait, pourquoi? Et on peut faire pareil avec la voiture, mais j'ai préféré le vélo pour l'exemple. Mais en fait, vous avez acheté votre vélo, donc vous y avez prêté de l'attention. Vous connaissez sa couleur, les détails de sa structure globale, sa marque, son modèle. Et du coup, votre cerveau, il est beaucoup plus à même de faire attention à ça à chaque fois que vous roulez avec et de le mémoriser plus facilement. Du coup, votre cerveau, il sélectionne préférentiellement des informations. Et cette simple sélection d'informations, elle est à la base de ce qu'on appelle les biais cognitifs. En ce qui concerne les enjeux environnementaux, les biais cognitifs, ils sont présents très régulièrement, surtout quand on présente de l'information, quand on sensibilise, puisque les informations qui sont qui présentent la crise climatique, pardon, elles possèdent un certain nombre de caractéristiques. Hem, Ces caractéristiques-là, on peut les présenter sous la forme de 4 dimensions qu'on va appeler le principe de distance psychologique. La première distance, c'est ce qu'on appelle la distance hypothétique. Normalement, ça ne vous parle pas des masses, la distance hypothétique. En fait, c'est pour dire que, il y a une grosse différence entre un événement extrêmement concret, typiquement une inondation, et le lien avec son concept beaucoup plus large, les changements climatiques. Notre cerveau, lui, il aime bien les événements concrets. Du coup, quand on parle des changements climatiques, souvent on fait appel plutôt à une idée abstraite, un concept qui a plein de répercussions de manière globale, locale, mais en tout cas, tout est un petit peu abstrait. Et pour rendre les informations beaucoup plus attrayantes, ce qui est pas mal, c'est de présenter des informations très concrètes. Typiquement, c'est beaucoup plus efficace pour attirer l'attention de parler d'inondations, de feux de forêt ou avec un indicateur concret que de parler de catastrophes naturelles ou de changements climatiques. Donc ça, c'est la première distance. Mais le principe de distance, il va un peu plus vous parler pour les 3 autres dimensions. La première, c'est la distance qu'on appelle temporelle. Parce qu'au-delà de l'aspect concret abstrait, eh bien, les changements climatiques et surtout leurs conséquences, ils sont loin dans le temps. Ils auront lieu dans 30 ans, 50 ans, 100 ans et le problème, c'est que notre cerveau, ben, il préfère largement s'intéresser à ce qui se passe dans 2 jours ou dans une semaine que dans 50 ans. Du coup, typiquement, si vous voulez, parler des changements climatiques, c'est mieux de parler d'ici la fin de l'année, l'eau va avoir monté de 2 centimètres sur vos côtes, plutôt que de dire en 2050, on aura gagné 30 centimètres. En fait, plus le futur est proche, plus l'information est pertinente. Et du coup, exactement de la même façon, on retrouve la distance spatiale. Donc c'est exactement le même principe. On s'intéresse beaucoup plus à ce qui va se passer sur les côtes proches de chez nous qu'au fin fond de la banquise ou dans les pays d'Afrique. Et notamment parce que quand on parle de changement climatique, ça va causer des dégâts qui sont souvent loin, de manière, spatiale. Du coup, c'est plus intéressant en fait de s'intéresser à, des déchets, qui sont enfouis à 2 kilomètres de chez nous ou dans un autre pays. Troisième et dernier élément, c'est le plan social. Donc on reprend exactement le même principe. Notre cerveau est beaucoup plus attiré par des informations qui nous concernent nous ou des personnes qui nous ressemblent culturellement, physiquement. Et le problème, c'est que les changements climatiques, souvent, ils sont présentés comme ayant des dégâts sur des populations qui nous sont très différentes. Donc là, encore une fois, quand on sensibilise, c'est intéressant, si vous voulez que les personnes retiennent les informations et y fassent attention, de parler, des conséquences sur des personnes qui leur ressemblent à eux. Alors bien sûr, toutes ces dimensions, elles sont interconnectées entre elles et souvent une catastrophe qui est loin dans le temps, elle l'est aussi dans l'espace et sur le plan social. Hem, donc c'est assez intéressant de rapprocher, à chaque fois que vous communiquez sur le changement climatique, de rapprocher sur toutes ces dimensions. Un petit point d'attention, par contre, si vous donnez des événements trop négatifs et que vous les rapprochez dans le temps, dans l'espace, sur le plan social, sur le plan concret, vous pouvez créer, un état émotionnel fort, qui peut être contre-productif pour votre communication. Donc en général, on privilégie de la communication qui est plutôt positive et proche sur ces 4 dimensions-là.
Et un petit autre sondage, encore une fois, vous allez trouver ça bizarre, mais d'après vous, est-ce que votre personnalité et vos comportements, de manière générale, sont stables? Est-ce que vous pensez être vous-même, constamment la même personne toujours, quel que soit, le lieu, le temps? Ah, ça se bagarre un petit peu dans les réponses pour l'instant. On arrive presque à, un tiers, un tiers, un tiers, donc c'est hyper intéressant. OK. Donc on a un petit peu, ah attends, ne spoil pas Aline. On a un petit peu, une égalité entre le «ça dépend» et le «oui». Donc ça introduit très bien la notion dont je vais vous parler, qui est l'influence du contexte. Parce qu'en fait, votre personnalité et vos comportements, ils sont fortement influencés par le contexte. Et le fait de parler de contexte ici, je vais en préciser 3 qui sont très importants, hem, parce qu'ils influencent de manière quasi constante et j'insiste, de manière quasi inconsciente, les comportements que vous émettez. Le premier, c'est le contexte physique. Quand je parle de contexte physique, je parle de la météo, du lieu, de ses caractéristiques. Typiquement, le niveau sonore. Quand vous allez dans un supermarché, plus le niveau sonore est élevé et plus vous avez tendance à consommer sans vous en rendre compte. Mais aussi, on va parler de praticité, l'agencement des bureaux. Si, exactement comme parlait Audrey, tout à l'heure, vous avez aussi des normes de sécurité. Est-ce que je peux accéder à mon thermostat pour régler mon chauffage? Est-ce que mon local est bien desservi par des transports en commun, par exemple? Pour parler de mobilité. Vous avez aussi, le contexte qu'on appelle sociétal ou du moins là, on est en entreprise, on va parler de contexte micro-sociétal. C'est toutes les normes, la culture, les législations qui sont en place dans, un espace social. Donc dans une entreprise, on va plutôt parler du climat d'entreprise, du secteur d'activité, des chartes potentielles que vous avez pu mettre, que vous avez pu faire signer par vos collaborateurs. Et en fait, pour changer des comportements en entreprise, c'est super important de faire un état des lieux sur ces normes, cette culture. Quel est ce monde professionnel dans lequel vos salariés évoluent et vous-même? Donc, petit rappel, sauf pour les plus engagés sur la cause environnementale, en fait, on ne se comporte pas exactement pareil quand on est au travail que quand on est chez nous. Et un dernier point, c'est le contexte social et ça, c'est là où la psychologie, sociale a tout son mot à dire. Qui comprend les caractéristiques personnelles des individus. Audrey nous parlait de l'âge tout à l'heure, mais il y a aussi, le type d'emploi, leur niveau d'engagement, leur niveau d'études et aussi et surtout leur dynamique de groupe, avec qui ils travaillent, avec qui ils sont quotidiennement, puisqu'en fait nos comportements et nos choix quotidiens, ils sont influencés par nos collègues. Typiquement, vous allez à une cantine, si vous voyez que, les 3/4 de vos collègues ont pris le plat végétarien, c'est peut-être le moment où vous vous laisserez tenter. Donc, pour favoriser un passage à l'action et réduire justement cet écart dont je parlais tout à l'heure entre les intentions et les comportements, vous avez besoin de prendre en compte ces 3 contextes qui influencent énormément les comportements des individus. Pour le contexte physique ah attends pardon, excuse-moi Aline, j'avais pas tout à fait terminé, mais pour prendre en compte le contexte physique, typiquement, c'est est-ce que le lieu dans lequel je veux changer un comportement, il est adapté? Pour le contexte sociétal, ça va être quel est le climat général de l'entreprise? Quels sont les canaux de communication qu'on peut employer? Est-ce qu'il y a déjà des règles qui sont mises en place? Et est-ce que les comportements, les normes en fait, elles sont plutôt explicites ou plutôt implicites? Et pour le contexte social, qui sont les personnes concernées par le comportement que vous voulez changer? Quelles sont leurs caractéristiques? Et est-ce que vous avez une cohésion d'équipe qui est suffisamment importante pour permettre une bonne diffusion des pratiques ensuite? En petit take away, ce que je veux que vous reteniez vraiment, c'est que quand on parle de comportement individuel, en fait, ça n'existe pas. Un comportement est le résultat d'une interaction entre nos capacités cognitives à percevoir une situation, des caractéristiques qui nous sont propres et d'un contexte social qui est constamment en changement. Du coup, pour résumer toute cette intervention en une slide, être convaincu par les changements climatiques, ça ne suffit pas à agir.
Si vous voulez communiquer sur le problème, privilégiez des informations qui sont concrètes et proches d'un point de vue temporel, physique et social. Pour pouvoir agir concrètement, il faut que vous fassiez un état des lieux des caractéristiques physiques, sociétales et sociales de votre contexte d'entreprise pour identifier les bons leviers d'action. Et c'est un petit peu l'idée qu'on a chez EcoCO2, c'est d'introduire toute cette notion de sciences sociales dans les formations et les actions de sensibilisation. Et je vais repasser la main à Audrey pour la dernière partie de ce webinaire. Merci Hélène. Ouais, j'ai un petit bug de caméra, mais je sens que ça va revenir. Voilà, super. Alors, on en arrive à l'étape 3, qui est la dernière, qui est cadencer ces temps forts RSE. Alors, avant de cadencer, alors très bien, Aline, merci pour ce petit sondage. Pour pouvoir vous donner des choses très opérationnelles, j'ai besoin de savoir si vous avez déjà mis des actions de sensibilisation en place au sein de votre structure, ou si vous réfléchissez à le faire, ou si vous ne savez pas. Donc, vous avez un petit sondage en cours. N'hésitez pas à y répondre. J'attends vos résultats. Je pense que tu peux clôturer le sondage, Aline. Merci. Alors, il y a pas mal de choses, dis donc. Donc, on est à 22% sur une fresque, 19% sur du e-learning, 35% contenu réalisé en interne. C'est tout à fait logique. Autre à 19%, c'est en cours de réflexion. Très bien. Je vois qu'en tout cas, tout le monde a pris la mesure des choses et tout le monde essaie effectivement de passer à l'action et de faire passer ses collaborateurs à l'action. Alors, avant de vous proposer cette espèce de timeline très opérationnelle que vous pourrez déployer dès la fin de ce webinaire, je me suis attachée effectivement à faire un petit tour d'horizon de vos problématiques. Parce que lorsqu'on parle en tout cas avec nos clients, généralement, effectivement, il y a des problématiques sous-jacentes qui ressortent et qu'il faut prendre en considération pour pouvoir vraiment vous proposer la solution qui est à la fois la mieux adaptée à l'organisation, mais aussi aux collaborateurs. Donc, je n'oublie pas de prendre en compte effectivement le levier organisation. Et il y a ces 3 problématiques qui remontent de manière principale et spécifiquement pour les PME et les ETI. Donc, on a le manque de temps à 82%, la difficulté à mesurer l'impact de l'action. Comme toute action à proprement dit au sein d'une entreprise, on doit être en mesure de pouvoir se dire j'ai un objectif, je déploie mon action et j'en mesure les retombées. Aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. D'ailleurs, c'est une problématique qui est prise en main par l'ADEME et il y a des travaux qui sont actuellement en cours pour justement comment on fait pour mesurer en fait l'impact d'une action RSE et le manque de budget à 65%. Donc, dans ces cas-là, effectivement, quand on veut cadencer ces actions, à travers ces 3 problématiques-là, on a besoin d'être soutenu. La problématique qui revient parfois, en tout cas chez nous, dites-nous dans le chat si c'est votre cas, c'est de se dire moi je ne sais pas trop par où commencer, je ne sais pas comment m'atteler à l'ouvrage et j'ai des doutes. Donc j'ai besoin qu'on m'oriente un petit peu. Alors moi, ce que j'ai envie de vous proposer pour répondre au manque de temps, d'ailleurs je suis intéressée de savoir si vous pouvez me mettre des petits oui ou des petits non dans le chat, est-ce que parmi vous, vous avez une cellule RSE dédiée ou est-ce que la RSE, finalement, c'est un peu l'affaire de tous et vous partagez la casquette? Oui, pour si vous avez une équipe RSE dédiée et non si vous partagez la tâche. Voilà, la RSE, l'affaire de tous ces personnes. Marie-Christine, oui, en effet. Généralement, quand c'est l'affaire de tous, c'est parfois l'affaire de personnes. Ouais, je vois que c'est pas mal partagé. Ah, là, j'ai de l'équipe RSE quand même. La Laurence qui est DAF qui s'en occupe de son côté, une personne. Bon, en fait, il y a un petit peu des 2 profils. Donc, dans ce cas de figure-là,
Moi, ce que je vous recommande, en tout cas, lorsqu'il y a une problématique de temps, ce qui est le cas, hein, puisque même lorsqu'on a une équipe ou une personne dédiée à la RSE, le sujet est très vaste. Donc, il y a besoin effectivement de pouvoir apporter de la ressource sur chacune des thématiques. Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire d'utiliser effectivement un calendrier. Alors, il existe aujourd'hui, vous pouvez le trouver sur le net. Je crois qu'on en a un chez EcoCO2. Si jamais ça peut vous intéresser, vous le trouverez sur notre blog. C'est de se dire finalement aujourd'hui, il y a des marronniers RSE tout au long de l'année sur lesquels je peux m'appuyer pour construire une démarche. Ça me paraît être quelque chose de simple à déployer et vous pourrez choisir les marronniers en fonction des priorités de l'entreprise. Donc typiquement, si vous êtes une entreprise dont la gestion des déchets, pour laquelle la gestion des déchets est une thématique importante, pouvoir accouder une action autour du 3 juillet, qui est la journée mondiale sans sac en plastique, ça paraît pertinent. Alors, ça me paraît très trivial ce que je vous raconte, mais c'est un point de départ, ça permet d'inscrire quelque chose, de proposer effectivement à vos collaborateurs qui viendront en fait compléter votre démarche et qui seront vraiment une source d'idées sur lesquelles je vous recommande de vous appuyer. Donc ce calendrier pour vous inspirer, alimenter et rythmer votre plan d'action RSE. Et vous verrez comment vous aurez de la projection, si ce n'est mois par mois, mais au trimestre. Et ainsi, vous aurez différents temps cadencés et vous ne direz pas ouh là là, on est mi de l'année, j'ai encore rien fait, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire une action ponctuelle qui finalement ne mènera pas très loin, puisque vous ne pourrez pas demander à quelqu'un de courir un marathon si il n'arrive pas à courir 5 minutes. Donc, c'est hyper important d'avoir effectivement ce plan et une projection en début d'année sur le reste de l'année. Ma deuxième recommandation pour répondre à la difficulté à mesurer l'impact. Alors, avant de vouloir mesurer l'impact, je vous invite déjà à faire une photo en amont de l'action. Avoir une méthode d'évaluation. Alors, l'évaluation, ça peut être des choses très simples. Un questionnaire diffusé auprès des salariés sur des questions pertinentes sur la thématique que vous adressez. Si vous savez le faire, c'est top. Si vous avez besoin d'être accompagné, nous savons le faire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations. On se fera un plaisir de vous répondre. Et surtout, après, vous avez un panel d'outils qui vous permettent d'abord d'évaluer la maturité de votre entreprise sur le sujet, d'évaluer la maturité de vos collaborateurs sur le sujet. C'est un outil sur lequel travaille Hélène qui est quasiment fini. Et c'est hyper intéressant de se rendre compte effectivement de comment se constitue cette cartographie, nos collaborateurs, et finalement quel est le niveau de maturité effectivement de ces derniers. Et si on prend l'exemple des consommations d'énergie, vous avez aussi des outils qui vous permettent effectivement de suivre la consommation de vos bâtiments et aussi de voir en fait, quand vous mettez en place des actions, de voir comment ça se répercute sur cette dernière. Je veux bien le prochain slide, Aline, s'il te plaît. Et pour le manque de budget, c'est souvent effectivement la problématique qui revient le plus souvent. J'ai envie de vous dire qu'on pourrait effectivement avoir plusieurs approches. Voilà, on vous a inscrit sur une courbe nombre de salariés formés coûts, parce que c'est important d'avoir ce ratio, de se dire finalement avec telle enveloppe, combien de collaborateurs je peux accompagner, comment je priorise les équipes. Vous voyez, le consulting vous permet effectivement d'accompagner la stratégie d'entreprise, de pouvoir avoir un plan d'action, avoir des indicateurs de performance qui, après, seront découlés par équipe et pourront être suivis à travers vos équipes, mais on va avoir un coût qui va être plus important effectivement à l'entrée. Puis, vous avez des actions ponctuelles. Alors, tout dépendra des actions que vous aurez choisi de faire, mais on est sur des actions de sensibilisation qui permettront d'engager le plus grand nombre et le coût variera en fonction de l'action que vous aurez choisie. Et le parcours de formation, peut-être que c'est peut-être mon conseil le plus rusé de cette session, c'est de se dire, vous savez, c'est ce facteur inversement proportionnel à l'époque, quand on était dans l'époque Covid, on disait quand le taux de contagion passera en dessous de 1, les gens pourront ressortir. En fait, nous, c'est un peu l'inverse. C'est de dire, si à chaque fois que vous formez une personne, il y en a 2, 3, 4 qui sont sensibilisés, après, c'est exponentiel. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de vous inviter à plutôt choisir un parcours qui va aller accompagner des relais dans l'entreprise, former des relais qui eux-mêmes, ensuite, seront la voix de votre stratégie auprès de leurs collaborateurs et surtout vous rendront autonomes, typiquement pour les nouvelles équipes à former, pour les nouveaux arrivants, et vous aurez beaucoup moins besoin de faire appel à un prestataire externe qui devra vous facturer effectivement son accompagnement.
Alors, quel format? Je vous ai donné des exemples de formats, hein. La liste n'est pas exhaustive, mais on sait, et je parle sous le contrôle d'Hélène, que la mise en saillance et la variation des formats, ça fait partie des leviers de changement de comportement. C'est-à-dire que si vous proposez à vos collaborateurs toujours le même type d'activité, la première fois, ils vont trouver ça top, la deuxième fois, beaucoup moins, la troisième fois, ils vont se lasser, ils ne s'intéresseront plus du tout à ce que vous leur proposez. Donc, je vous fais quelques images. Donc, les ateliers, ça va plutôt être des rencontres en petits groupes. On va favoriser la dynamique de groupe. On va faire travailler l'intelligence collective. On va libérer la parole. Là où le parcours de formation, il va aider à monter en compétences, à découvrir et des nouvelles méthodes de collaboration, mais aussi des nouvelles méthodes d'animation. C'est le fameux parcours pour les relais dont je vous parlais tout à l'heure. L'outil digital, il s'utilise très bien pour l'onboarding des collaborateurs. Vous êtes au début, vous ne savez pas par où commencer. Le digital, ça marche bien. À vous de choisir l'activité que vous souhaitez réaliser par le digital. Quand vous avez des collaborateurs en télétravail, si vous ne souhaitez pas ou vous ne pouvez pas les faire venir sur site, le digital, ça fonctionne très bien. Pour les personnes qui ont effectivement des gens sur la route, ça fonctionne très bien aussi. Peut-être le réseau, je le mettrai en dernier. Là, c'est quand on est quand même relativement avancé et qu'on a des salariés très activistes. Vous allez voir que le mouvement va se créer par le bas et qu'en fait, l'alimentation de votre démarche va se faire par vos collaborateurs. En fait, il y aura une espèce de mécanique de mayonnaise qui aura pris et les thématiques, les activités vont venir à vous par le biais de vos collaborateurs. Et varier effectivement présentiel, distanciel, ça donnera aussi une cadence différente à vos temps RSE. Alors, on vous propose en conclusion de ce webinaire finalement une espèce d'hybride entre ce que vous a dit Hélène et ce que je vous ai proposé moi sur les formats, c'est de dire de manière très simple le changement de comportement, qu'est-ce que c'est? Le changement de comportement, en fait, c'est 3 marches. Vous voyez ça comme un escalier. C'est comment je fais pour changer une habitude auprès de mes collaborateurs. D'abord, je vais susciter l'intérêt. Comment je fais pour susciter l'intérêt avec des dispositifs déployés? Voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui. Bon, capter l'attention, motiver les équipes. On vous invite à pouvoir travailler sur de l'affichage éco-engageant. Il faut qu'il y ait un twist, il faut quelque chose qui attire l'œil, il faut capter l'attention. Donc, c'est le volet communication qui va prendre tout son sens à ce moment-là. Puis, motiver les équipes, c'est des ateliers de sensibilisation ludique, passer par le jeu. Vous allez voir qu'il y a des jeux qui vont plutôt être low-tech, donc vous allez pouvoir recréer du temps d'équipe, du temps d'échange. Ça va se transformer plutôt en team building et vous allez voir effectivement émaner des idées. Lorsque nous déployons ce genre d'activité, on a à cœur de faire identifier par les participants leur premier levier d'action. Donc, c'est toujours le changement de posture. Comment on fait en sorte que les gens commencent à aller vers l'action? Déjà, ne serait-ce que le verbaliser, c'est important. Le fait de l'écrire, c'est important. Donc, nous, en tout cas, on travaille comme ça. Donc, ça, c'est la première grande marche. Ensuite, on passe à la deuxième marche, qui est passer à l'action. Donc, pour changer un comportement, d'abord, je m'y intéresse, puis j'expérimente. Comment je fais pour expérimenter? J'aurais tendance à vous inviter plutôt aux ateliers d'intelligence collective, à faire émaner des solutions, à co-construire des solutions, donner la parole à vos collaborateurs et à chaque fois qu'ils seront partie prenante de la solution et du plan d'action, vous verrez que ils auront un intérêt et une envie particulière de le déployer eux-mêmes et surtout de coller à la solution à laquelle ils ont participé, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est encore notre cerveau. Et puis pour expérimenter, vous avez tout un tas de solutions qui relèvent du défi, du coaching. Vous pouvez jouer en ligne sur votre téléphone, donc c'est très ludique. Il y a la sphère de l'équipe qui se crée. On joue ensemble, on gagne des points, on avance, donc c'est hyper intéressant. Et la dernière marche, une fois qu'on est passé à l'action, c'est pas fini. Il faut pouvoir maintenir dans le temps. C'est le fameux « j'ai donné mon sang une fois, je le donne régulièrement ». Comment on fait lorsqu'on a expérimenté de manière positive pour maintenir ce comportement dans le temps? J'ai tendance et j'ai envie de vous proposer cette formation d'ambassadeurs qui est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est former les relais qui eux-mêmes vont être en fait votre voix au sein de l'entreprise et qui vont permettre d'accompagner effectivement peut-être des phases de potentielle rechute, puisque l'intérêt c'est de limiter les rechutes. Donc c'est ce qu'on veut faire. Et à chaque fois, en aidant les collaborateurs à passer de marche en marche, on les accompagne effectivement sur ce qu'on appelle la transformation durable, ce qui est bien ce que vous recherchez sur le long terme. Et surtout, valoriser les résultats,
Partagez si vous avez des rapports d'impact, si vous avez des comportements sobres à mettre en valeur. Partagez auprès des collaborateurs. On a tendance à se dire que si mon chef me dit de le faire, j'ai toutes les bonnes raisons de ne pas le faire. Par contre, si mon collègue qui a les mêmes problématiques que moi, les mêmes contraintes que moi, arrive à le faire, c'est plutôt l'orgueil qui ressurgit et on va se dire « Ah non, mais attends, si lui, il arrive à le faire, il n'y a aucune raison que moi, je n'y arrive pas. » Donc, la phase qui est de « je me cache derrière le groupe » devient une phase un peu d'orgueil qui est « si lui ou si elle peut le faire, moi aussi, je peux le faire. » Voilà, j'espère que ces quelques indications pourront vous aider. Et en conclusion, on se dit souvent, et moi je l'entends souvent, c'est de dire oui, mais vous savez, nous on est nombreux, alors j'ai pas le budget, on revient sur les problématiques, j'ai pas le budget pour, j'ai pas tous mes je peux pas former tous mes collaborateurs, c'est compliqué, comment je fais le choix entre plutôt cette équipe que cette équipe. En fait, il y a un concept psychologique qui s'appelle le point de bascule sociologique. Et en fait, qu'est-ce que c'est le point de bascule? Chose de très simple. Il se définit comme un point d'un système social où un changement, même s'il est tout petit, peut déclencher des changements rapides et non linéaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, d'un point de vue écologique, ce point de bascule se trouverait quelque part aux alentours de 10% d'une population. Donc c'est le seuil à partir duquel une minorité engagée va adopter de nouveaux comportements et ces nouveaux comportements vont permettre de changer la norme sociale et entraîner en fait une croissance exponentielle des personnes autour qui vont épouser ce nouveau comportement-là. Donc finalement, pour changer les comportements, sans vouloir faire une extrapolation erronée, sensibiliser une masse critique de 10% des acteurs, convaincre 10% des acteurs vous permettrait d'accompagner et d'engager la quasi-totalité de votre effectif. Donc vous voyez, finalement, 10%, on parlait de majorité de participants ici qui font partie d'entreprises qui sont autour de 250 salariés. 10%, c'est vraiment pas grand-chose. Donc je vous invite vraiment à pouvoir réfléchir et mettre en place votre démarche RSE ou continuer à la renforcer, en tout cas si vous avez déjà commencé. Alors, pardon, on a traîné sur je vois qu'on a beaucoup parlé. C'est à votre tour. Donc, dans le chat, je regarde dans les questions. Aline, si tu as des questions que tu nous as remontées ou des questions que tu as vues passer auxquelles on pourrait répondre. Alors, on avait une question de Marie-Christine. Comment faire adhérer nos employeurs à la nécessité de mettre en place des actions liées à la RSE? Comment les convaincre? Alors ça, c'est mis en favori la question. Ouais, c'est une question hyper pertinente. Plusieurs réponses. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident. C'est une question qui nous revient souvent. Ce qui est important, en fait, j'imagine, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais j'imagine que ce qui est important, en fait, pour vos décisionnaires, c'est que l'entreprise reste viable. C'est que l'entreprise continue à faire du profit. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut arriver à mettre en parallèle auprès de votre structure en particulier, pas sur un secteur, pas sur un pays, pas sur un continent, mais bien au sein de votre entreprise, c'est de pouvoir montrer comment la RSE peut devenir et va devenir un levier de compétitivité. Je m'explique. Et ce sont des cas réels que je vous partage. Je ne sais pas qui a posé la question, mais en tout cas, je ne sais pas comment comment est fait votre secteur d'activité, quelles sont les parties prenantes, est-ce que vous avez des gros clients, mais en tout cas, la première chose qui arrive généralement, les décisionnaires qui ne sont pas concernés par le sujet en disant non, ça c'est secondaire, moi ce qui est prioritaire, c'est mon chiffre d'affaires, c'est ma rentabilité. Ce qui arrive, c'est que un gros client à vous fasse apparaître un appel d'offres ou décide de ne pas vous prendre sur un projet parce que vous n'avez pas d'engagement RSE ou parce que vous n'avez pas montré patte blanche sur votre démarche écologique. Donc, quand c'est un appel d'offres, du coup, tout le monde court comme des poulets sans tête et vite, il faut qu'on fasse un bilan carbone, il faut qu'on justifie d'eux. Et généralement, là, la RSE devient un levier business. Donc, ça, c'est le cas le plus fréquent. Demain, votre décisionnaire, peut-être je vous invite à regarder sur le volet financier, puisque une entreprise ne peut pas fonctionner sans financement des banques. Donc aujourd'hui, le Big Four des banques françaises octroie des crédits aux entreprises aussi sur la base de critères RSE. Donc plus vous aurez d'éléments RSE en montrant votre bonne volonté et votre démarche,
plus le taux d'intérêt sur les lignes de crédit sera bas. Donc ça, c'est à mon sens un argument qu'on peut partager à son dirigeant. Et encore une fois, j'aurais besoin de plus d'éléments pour répondre à ça, mais je vous invite vraiment à mettre en parallèle ces deux éléments importants. Comment la RSE peut devenir un levier business pour l'entreprise, et quand vous l'aurez trouvé pour votre propre entreprise, vous allez voir vos dirigeants pour changer d'avis sur l'idée de déployer cette démarche au sein de l'entreprise. Merci. Il n'y avait pas d'autres questions. N'hésitez pas si on a encore. On a un peu dépassé, mais on a encore un peu de temps si jamais certaines personnes ont envie de poser leurs questions. Et sinon, on va du coup terminer le webinaire. Donc le replay sera mis à disposition dans quelques heures si vous avez envie de re-regarder ce webinaire ou de le faire suivre à vos collaborateurs, n'hésitez pas. Et par ailleurs, vous pouvez aussi télécharger la présentation dans laquelle il y avait tous les chiffres clés. Et sinon, nous, côté EcoCO2, on se tient à disposition. Je vous ai partagé dans le chat une adresse mail si vous avez envie de discuter plus longuement avec l'un de nos experts, n'hésitez pas. Et sinon, je pense qu'on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi, vous remercier pour votre intérêt, pour être venu suivre notre webinaire. Et abonnez-vous aussi à la chaîne si vous le souhaitez. On a d'autres prises de parole qui sont prévues, notamment après l'été, pour la rentrée, pour faire de la RSE, de la sobriété énergétique. Et donc, voilà, Audrey, Hélène, je ne sais pas si vous voulez faire un dernier petit mot. Merci beaucoup à tous pour être venus et être restés. On a dépassé d'1 minute et vous êtes encore une grande majorité, donc c'est tout à votre honneur. Et n'hésitez pas, parce qu'on a dû passer un peu rapidement sur la fin, puisqu'on voit le chrono tourner. Donc, si vous avez des questions spécifiques, fonction de votre entreprise, de comment, quelles actions. Marie-Christine, peut-être qu'on n'a pas réussi à répondre intégralement à votre question sur la partie on fait des actions en ce sens avec nos clients, mais comment faire une démarche RSE vers les salariés. Donc là, le temps est terminé, mais si vous avez envie, je ne sais pas, Aline, qu'est-ce qu'on donne ? On donne comment on peut être joint en fait pour que Marie-Christine ou d'autres aient envie de nous poser leurs questions. Il y a l'email. J'ai mis l'email dans le chat, super. l'email des commerciaux. Voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas, c'est avec plaisir qu'on vous fera un retour. Merci beaucoup et bon après-midi à tous. Avec votre démarche RSE. Au revoir. Au revoir. Au revoir.